Je laisse la parole à Pascal Nicot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues. Nous sommes parvenus à la moitié de votre mandat. C'est donc le moment de dresser un premier bilan de votre action au regard des priorités et des engagements que vous aviez pris lors de la campagne régionale de 2015. Parmi les priorités principales de votre mandature figurait la réduction de la fracture territoriale, et Maurice l'a rappelé dans son propos introductif ce matin. Cette fracture est particulièrement visible dans notre région où les disparités sont extrêmement marquées en matière de développement économique, d'accès à la santé, au transport public, à l'éducation, au numérique, à la culture et au sport, ainsi qu'aux services publics de proximité. Parler des chiffres macroéconomiques, même à l'échelle de notre région, n'a pas beaucoup de sens, puisque l'appauvrissement des territoires oubliés est masqué dans ces statistiques économiques par l'accroissement de richesse des métropoles. La campagne de communication médiatique à laquelle vous vous êtes livrée ces dernières semaines, Madame la Présidente, nous apparaît de ce point de vue parfaitement incongrue et même déplacée, alors que bon nombre de Ligériens ont manifesté leur colère dans les territoires périphériques de notre région. Une attitude empreinte d'un peu plus d'humilité aurait sans doute été plus appropriée. Il est incontestable que les métropoles et les territoires favorisés captent l'essentiel des subventions et des fonds structurels européens pour l'aménagement du territoire, puisqu'elles ont la capacité de cofinancement que les territoires oubliés n'ont plus. Je ne reviens pas sur les difficultés des porteurs de projets ruraux à monter des dossiers leaders, sujet largement débattu mais qui symbolise à nos yeux l'incurie de ces dispositifs. La fracture territoriale régionale s'est aggravée depuis votre arrivée à la tête de la région. Elle se serait tout autant aggravée, sinon plus, si la majorité précédente avait été reconduite d'ailleurs. Il faut un plan Marshall pour les territoires dits périphériques, à hauteur de plusieurs dizaines de milliards, comme cela a été fait en pure perte dans les banlieues. Et la clé de voûte de ce plan est, à mon avis, la nécessité de réindustrialiser notre pays et de protéger notre filière agricole, ce qui passe, ne vous en déplaise, par la protection de notre marché face aux importations étrangères qui exercent une concurrence déloyale à nos industries, à nos agriculteurs, sur le plan social et environnemental notamment. Sans taxe sur les importations étrangères déloyales, point de salut pour nos territoires. D'ailleurs, le président Macron lui-même semble s'y convertir puisqu'il dit vouloir taxer les GAFA sur leur chiffre d'affaires, une sorte de protectionnisme 2.0 malheureusement trop limité. Sans cela, nos territoires poursuivront inexorablement leur déclin et ce ne sont pas les quelques initiatives locales qu'il faut encourager et que vous soutenez d'ailleurs qui changeront fondamentalement la donne. C'est ce qu'a parfaitement compris le président Trump et les résultats ne se sont pas fait attendre aux États-Unis. Vous connaissez la maxime, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. S'agissant du président Trump, cet adage est parfaitement adapté. Les médias et la classe politique française se délectent des frasques et de la personnalité iconoclaste de Trump pour éviter de parler des effets bénéfiques de sa politique en matière de performance économique, mais également en termes de revitalisation des territoires sacrifiés, puis méprisés par les administrations précédentes. Sans réindustrialisation et sans soutien massif à notre agriculture, il n'y aura pas de revitalisation économique et commerciale de ces territoires. Sans attractivité, vous les condamnez à la pauvreté et à la désespérance. J'ai été frappé de constater que les ronds-points avaient remplacé le café du village, fermé depuis bien longtemps dans les petits villages. Les populations qui y vivent ont besoin d'espaces de rencontre pour retisser un lien social entre eux-mêmes. Lien social qui s'est distendu, les gens ayant choisi par pudeur de souffrir en silence et seuls. Je suis convaincu que vous avez conscience de ces réalités, mais elles viennent percuter votre foi inébranlable dans le mondialisme dérégulé que vous appelez positivement libre circulation des biens et des personnes. Cette idéologie est l'exact contraire du libéralisme économique qui induit une concurrence libre et non faussée, concept sans doute utopique mais vers lequel il faut tendre. Ceci étant posé, pour revenir au budget 2019, il y a, il faut le dire, de bonnes choses, mais aussi quelques déceptions et des décisions parfois incompréhensibles. Au crédit de votre budget, des efforts importants sur l'économie circulaire, le traitement des déchets, la biodiversité, même si là encore on ne regarde pas la réalité des effets dévastateurs de la mondialisation, ainsi que je l'avais expliqué lors du débat d'orientation budgétaire
du mois d'octobre dernier. Pas de remarques particulières concernant la baisse très forte des AP qui s'explique par le volume important des CTR signés en 2018. Il n'en reste que 15 à signer en 2019. Donc normal que le montant des AP reflète cette réalité de la programmation des signatures des CTR. Globalement, ces CTR sont plutôt positifs puisque les besoins émanent des territoires eux-mêmes, même si les clés de répartition des budgets aux différents territoires ne nous semblent pas toujours adaptées et justes. En revanche, plusieurs points d'incompréhension dans ce budget. Incompréhension de la baisse des crédits de paiement, moins 3 millions pour le logement et l'efficacité énergétique. Les travaux d'isolation de l'habitat créent des emplois non délocalisables et réduisent la fracture énergétique des ménages, mais aussi des administrations. On vise le mieux sur ces projets, alors qu'il faudrait viser le suffisant en imposant des critères drastiques d'amélioration de la performance énergétique. Je crois que c'est de l'ordre de 40% d'amélioration de la performance, condition qui, à mon avis, devrait être abaissée, puisque le résultat, pour le moment, c'est beaucoup moins de dossiers aidés que ce qu'on devrait en traiter. Incompréhension également concernant la baisse des crédits de paiement pour la santé, le vieillissement et le handicap, moins 1 million. Quelle est la logique de cette décision? Peut-être celle de réaliser de petites et médiocres économies en espérant que cela ne se voit pas trop. Je ne vois pas d'autre explication. Incompréhension aussi concernant la baisse des AP sur la qualité de l'eau alors que notre région souffre d'eau de qualité très médiocre, même si le projet LIFE peut corriger cette tendance si la région venait à être éligible à ce projet. Hostilité est déjà manifestée au projet Ma Région 2050 qui n'apportera aucun résultat concret puisqu'il ne prend pas en compte la marche inexorable du grand remplacement de population qui vient d'être confortée par la signature du funeste pacte de Marrakech. Concernant la transition énergétique, la baisse des AP correspond à l'abondement de la SEM Croissance Verte. Sur ce sujet, nous rappelons notre opposition farouche à l'éolien terrestre et maritime posé et nous préférerions que nous concentrions nos efforts sur l'éolien maritime flottant. Je présenterai un vœu concernant Cordemais tout à l'heure en expliquant la nécessité de conserver des moyens de production électrique thermique dès lors que la PPE marque clairement une volonté de développer l'éolien au détriment du nucléaire. L'installation de bornes de recharge de voitures électriques ne répond pas à un besoin exprimé par les territoires ruraux. Pourquoi dépenser des sommes aussi importantes alors que la population ne les utilise pas? Sans doute par idéologie ou plutôt par faiblesse. Sur ces sujets de mobilité, j'ai évoqué en commission sectorielle que le véhicule à hydrogène est une technologie qu'il faut encourager en termes de recherche. Ces recherches pourront déboucher sur des solutions de véhicules propres industrialisables à terme, mais qui ne répondent pas non plus à la problématique immédiate des particuliers. La production d'hydrogène est coûteuse en énergie. L'hydrogène doit être produit à proximité des lieux de recharge puisque le coût de transport est prohibitif. Coût financier, mais aussi environnemental. Les coûts des véhicules est très élevé, 70 000 € en entrée de gamme, ce qui interdit tout développement de masse pour les particuliers. En revanche, c'est une solution intéressante d'ores et déjà pour les flottes importantes de véhicules ou pour des modes de transport ferroviaire, fluvial, maritime et routier, pour les transports collectifs. L'hydrogène est aussi, et ce n'est pas la moindre de ses vertus, une piste intéressante pour le stockage de l'électricité. Nous soutenons donc les projets de la région en faveur de l'hydrogène. Nous soutenons également les initiatives en faveur du GNV, du bio-GNV, qui est une solution facile à mettre en œuvre et qui a un impact fort et immédiat sur le coût des carburants pour les automobilistes. Pour conclure, comme vous le constatez, vous n'avez en réalité pas d'autre capacité que de saupoudrer des aides ici et là, qui n'ont en réalité que peu d'efficacité face à l'ampleur de la tâche. Quand en plus ces aides sont conditionnées au respect de totems idéologiques, le résultat est malheureusement très décevant pour les populations de nos territoires. Les ressorts de la paupérisation de nos territoires sont bien trop puissants face à la volonté que nous ne contestons pas de votre majorité. Mais une volonté affichée avec autant de constance alors que vous savez que vos leviers budgétaires sont insuffisants s'apparente à une tromperie de nos concitoyens. Vous n'avez pas la capacité de satisfaire vos promesses et ça se vérifie tous les jours, en Pays de la Loire comme dans toutes les régions de France. Dans notre région aussi, les maires ruraux baissent les bras et préfèrent ne pas se représenter aux prochaines municipales. En Pays de la Loire aussi, les gilets jaunes ont investi les trop nombreux ronds-points qui ont fleuri depuis des décennies aux abords des villages, en criant leur ras-le-bol de l'incurie des politiques publiques. Il est donc, hélas, parfaitement évident que votre promesse de réduction de la fracture territoriale ne sera pas atteinte et qu'au contraire, celle-ci se sera aggravée au terme de votre mandat.
Mes chers collègues, je vous remercie. Alors, je ne vais peut-être pas répondre point par point, mais dans le global. Alors, c'est vrai que de manière générale, vos interventions sont écrites, ce qui fait que parfois il y a un décalage entre ce qu'on a présenté. Et d'ailleurs, même parfois, vous soulignez que vous aviez la réponse dans les éléments de vos interrogations. Donc, ça va me permettre d'être plus rapide. Pour ce qui est d'Éric Touzeau, oui, on a une conception différente de la vôtre, de manière générale, sur la transition écologique, mais sur la biodiversité également, puisque c'est le premier point que vous avez abordé. Pour nous, la biodiversité, ce n'est pas un sujet qui est accaparé par quelques experts, hyper experts, même si pendant des années, ce sont eux qui ont permis de sauvegarder la biodiversité remarquable. L'un des enjeux de la stratégie régionale biodiversité, c'était de faire de la biodiversité un enjeu partagé par tous. Et donc de mettre autour de la table, pas uniquement les associations, évidemment les associations, mais pas uniquement, les entreprises, le monde agricole, les collectivités locales. Et donc, là aussi, on a cherché ensemble à mettre en place une boîte à outils. Alors, on n'est pas dans les schémas ou dans les plans, on est dans une boîte à outils. Dans la boîte à outils, il y a les appels à projets de biodiversité et entreprises, il y a les projets LIFE que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a les ambassadeurs de la biodiversité, et il y a la question du mécénat que vous avez évoqué. Alors, vous cherchez la petite bête. La question du mécénat, c'est un élément d'une boîte à outils qui dit aux entreprises, soit vous intervenez vous-même à travers un projet, par exemple un contrat nature collectif, comme on l'a fait il y a quelques jours avec Johan, pour accompagner des entreprises d'une zone d'activité qui se sont mobilisées pour accompagner la biodiversité, ça peut, et où on l'a fait également à Pouzauges. Ça peut être aussi, au titre de la biodiversité, ce mécénat, parce que l'entreprise considère que ce n'est pas forcément dans son champ de compétences, mais qu'elle souhaite accompagner au titre de la RSE une politique de biodiversité, donc elle va mettre 10 000 à 15 000 euros pour, avec la Fondation du patrimoine, accompagner des projets. Donc là, on est extrêmement concret. C'est aussi, par exemple, la convention qu'on signe avec la Caisse des dépôts de manière à accompagner des territoires au titre de l'éviter, réduire, compenser. Donc on a vraiment une boîte à outils qui répond à l'ensemble des scénarios possibles. Et je voulais en profiter pour souligner le travail de l'ensemble des partenaires. 50 millions d'euros sur la biodiversité dans les 5 ans qui viennent, je trouve qu'il y a une ambition qui est forte et qui mérite d'être relevée, d'ailleurs, qui est relevée au niveau national, puisque notre région est de plus en plus citée, je le dis au passage. Sur la transition énergétique, alors, dans un premier temps, vous vous adressez au gouvernement, et le gouvernement, y compris le ministre d'État, cette semaine, en début de semaine, vous l'avez tous lu dans les échos, souligner le fait que la maîtrise de l'énergie, ça ne fonctionnait pas, que les dispositifs mis par son prédécesseur, annoncés en région Pays de la Loire à Angers, ne fonctionnaient pas, que la suppression des crédits d'impôt, finalement, il revenait dessus parce que la prime ne revenait pas. Donc les stop and go, c'est un peu compliqué pour la mise en place opérationnelle sur le terrain. Mais on est d'accord avec vous, et on regarde d'ailleurs de ce qui existe sur les territoires, on a bien conscience que c'est un point sur lequel on veut travailler, donc notamment la SEM y travaillera, mais s'il y avait une solution miracle, je peux vous dire qu'on l'aurait déjà mise en place. Simplement au passage, et c'est aussi un moyen de répondre notamment à Emmanuel Bouchot, souvenez-vous combien vous mettiez dans le mandat précédent sur la feuille de route. Alors, comparaison n'est pas raison, mais quand même, sur la transition énergétique. Nous, c'est 58 millions en 2 ans et demi sur le sujet fonds propres de la région, sans compter ce que j'ai évoqué dans mon intervention, c'est-à-dire toutes les autres politiques de la région à ce titre-là. Les Greens Bonds, par exemple, de cette année, c'est 100 millions d'euros qui ont été financés, qui ont cherché à financer des opérations sur la transition écologique. En quelques mois, ils ont été élevés sur des opérations qui ont été ciblées, auditées, qui traduisent bien le concret de notre transition énergétique. Sophie, tout d'abord, te remercier, Sophie, du fait que tu as souligné qu'effectivement, tout n'était pas acheté. Parfois, on avait un peu ce sentiment-là, donc je voulais aussi remercier la tonalité de tes propos et me féliciter qu'à travers ce que tu soulignais, c'était aussi l'action de nos partenaires et je pense que c'est extrêmement important. Sur la maîtrise de l'énergie, là aussi, tu as posé la question et tu y as répondu. Oui, ça n'aurait aucun sens de mettre de l'argent supplémentaire sur les AREP, puisqu'il n'y a que 83% des crédits de l'ANA qui sont consommés, et qu'en fait, si on mettait des crédits supplémentaires pour les consommer, ça serait autant de moins qui seraient consommés sur l'ANA. Donc il y a un moment donné, il faut trouver le juste milieu. On a choisi d'accompagner vraiment les publics ultra prioritaires
et fait en sorte d'accompagner un peu plus de 1000 foyers. Mais au total, je répète, à l'échelle de la région, on tiendra nos engagements. Et je suis d'accord avec Emmanuel, il faudra, si on voit qu'on atteint nos objectifs en 2019-2020, il faudra qu'on redéfinisse de nouveaux objectifs. Simplement, je ne peux pas m'empêcher de répondre parce que, et sans plagier ni le président Valéry Giscard d'Estaing, ni Philippe Barré hier, le monopole du cœur, le cas particulier que tu nous as exposé, on y est tous attachés. Mais je pense que la réponse en l'occurrence, c'est plus une réponse d'une conseillère départementale qu'une conseillère régionale. Je ne balaye pas d'un revers de la main. Il y a une réalité globale des politiques en matière énergétique, dans le cas particulier qui est une situation sociale, dans un lieu particulier d'une situation particulière, on est plus dans une politique sociale, c'est plus au regard du conseil départemental. Pascal, alors si, autre chose, l'interrogation sur la participation des citoyens. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a eu des dizaines de réunions de travail dans le cadre du cercle. Alors, il y a le comité ligérien d'énergie et puis il y a là aussi la commission de l'énergie qui réunit des associations en matière d'énergie, des collectivités, des représentants qui ont fait des propositions pour le SRADET, qui ont fait des propositions pour Pays de Loire 2050 et qui se réunissent toute l'année 2018 bien dans un esprit constructif de co-construction de la feuille de route sur la transition énergétique et des enjeux énergétiques dans les années qui viennent. Donc oui, ce travail continue et oui, les associations contribuent à établir l'avenir de notre région, y compris sur le champ de la transition énergétique, à tel point que, y compris dans le cadre de la SEM, on est en train de voir comment les associer et d'y prendre part à travers l'accompagnement de leur propre fonctionnement d'associatif. Pascal, alors, sur les véhicules électriques, d'abord, il y a une bonne nouvelle, ça ne vous a pas échappé. Hier, l'Allemagne et la France se sont mis d'accord et au niveau européen, il y aura un projet Airbus qui est porté sur les batteries électriques. Et donc, il y a une affirmation forte grâce à l'Europe et grâce à notre excellence en matière industrielle de se positionner sur les batteries électriques, ce qui nous permettra d'éviter ce que vous avez souligné à juste titre, qu'effectivement aujourd'hui c'est plutôt les Chinois qui sont en pointe sur ces questions-là. Mais qu'est-ce que vous n'auriez pas dit quand vous dites, Pascal, qu'on a déployé tout un système de bornes électriques? C'est la question de l'œuf et de la poule. Si on ne met pas de bornes, les gens n'achètent pas de véhicules. Et ce qu'on constate, c'est qu'en mettant des bornes, il y a une accélération significative de l'achat, puisqu'il y a une 30% d'augmentation en un an. Mais surtout, si on n'avait pas mis les bornes en milieu rural, vous nous auriez dit, vous avez oublié le milieu rural par rapport aux investissements en milieu urbain et en agglomération. Donc, je veux simplement souligner la cohérence de nos politiques publiques en matière de mobilité durable pour faire en sorte, non seulement qu'on développe les transports en commun, tout à l'heure, Rox prenait en exemple les bus au GNV ou les bus électriques expérimentés en l'occurrence en Mayenne et en Sarthe, mais il y a aussi la mobilité personnelle, individuelle, les véhicules légers au titre du gaz, l'électricité et puis demain évidemment l'hydrogène, parce qu'il n'y a pas une réponse à cela, c'est la complémentarité des dispositifs électriques, gaz et hydrogène qui nous permettront demain d'aller vers la mobilité durable. Sur l'eau, je suis venu vous répondre, c'est simplement que les CRBV d'une année sur l'autre, on peut avoir des programmes qui sont plus ou moins engagés, donc les 3% d'écart sont liés uniquement à l'évolution des programmes. Emmanuel Bouchot. Alors je suis un peu embêté parce que c'est vous qui avez en charge la transition, la politique énergétique de l'ancien mandat. Et quand j'entends, quand je vous entends, j'ai l'impression que on a tout faux, quoi. Alors que vous connaissez les chiffres, Emmanuel. 58 millions d'euros, on est loin du compte par rapport au mandat précédent en matière de transition énergétique. Et sur le budget, alors sur le budget, j'ai répondu par rapport. Sur le budget, vous avez posé la question et vous avez immédiatement répondu par rapport à la SEM. Donc la réponse est claire. Sur les 21% en 2021. Oui, mais Présidente, je fais court, mais les réponses étaient nombreuses. Donc je fais court sur chaque question.
21% en 2021. Avec Bruno Retailleau, et l'ensemble de la majorité, on a posé la question de la feuille de route sur la transition énergétique. On s'est posé la question de savoir si on revisitait l'ensemble de l'ambition portée à travers le CRCAE. Et on a décidé justement de ne pas ouvrir un débat inefficace, mais d'aller dans une logique de boîte à outils, de feuille de route. Donc on a maintenu les objectifs que vous étiez vous-même fixés, que nous étions nous-mêmes fixés. Et en l'occurrence, on est parti, quand nous sommes arrivés, la production d'ENR en Pays de la Loire était à 1 chiffre. Notre objectif était de la tripler. En 2 ans, on l'a doublé pour arriver à 21% en 2021. Là, je suis plutôt fier des résultats obtenus au niveau régional, d'autant plus que c'est vraiment l'ensemble des territoires et des collectivités qui se sont mobilisés. Et puisque la présidente me dit de faire vite, je conclus là. Simplement, Pascal, de manière générale, je voudrais dire que je sens parfois, et Maurice a très bien répondu, un air de défaitisme. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Moi, je pense qu'on est là, au contraire, pour porter une vision et mettre en place des outils. Alors, on n'aura pas la réponse du jour au lendemain sur des sujets qu'on n'a pas traités depuis des années et où il y a une forme d'urgence. Et moi, je crois que la région est la bonne collectivité pour trouver des dispositifs qui nous permettent d'avancer en matière notamment de transition énergétique.